d'ici vers 365 dans sa bande, lui il absorbe pratiquement très très loin. Mais en ce moment, avant d'entamer cette conférence, je dirais que ce qui pose réellement problème, que les physiciens devront nous répondre, c'est que comment pousser l'absorption du semi-conducteur vers le visible lointain, pour pouvoir justement l'utiliser dans des conditions adéquates. Il y a autre chose aussi. Je dirais aussi qu'il y a un problème dans les eaux. On a besoin d'avoir un TO2 supporté. L'agitation pose problème. On ne peut pas l'utiliser, le mettre en agitation. L'agitation pose problème. Maintenant, on aimerait bien, je vais vous montrer quelques matériaux de l'ordre du nano, où ça a été développé, mais l'expérimentation sur les eaux n'a pas encore été publiée dans une large. Je dis, on va faire de la photocatalyse de cette application. On va voir comment on purifie l'atmosphère et comment on purifie l'eau avec la photocatalyse. Bon, la photocatalyse hétérogène consiste bien sûr à des transferts de réactifs dans la solution. Elle se base sur des absorptions. Le polluant va s'absorber à la surface du semi-conducteur. Et encore, après 20 ans de photocatalyse, si ce n'est pas 30 ans de photocatalyse, il y a des labos européens qui nous font savoir que l'absorption de l'avenir ne peut pas être appliquée justement ne peut pas être appliquée à la photocatalyse. Et là, on redémarre encore avec d'autres suppositions et de aller chercher autre chose. On va, pour ce qui est des réactions absorbées, on va avoir l'absorption du photon par le semi-conducteur. On va voir que le semi-conducteur va absorber une énergie pour libérer bien sûr un électron électropositif et par la suite donner des réactions, des oxydants très très forts. Création des électrons positifs et réaction de transfert de charge. La désorption bien sûr des produits finaux et puis le transfert des produits du catalyseur vers la solution, faire l'analyse et puis étudier l'étude analytique et l'étude cinétique. Bon, le principe de la photocatalyse. Avant toute chose, la photocatalyse, il faut exciter le semi-conducteur avec une énergie légèrement supérieure à sa bande gap. On voit bien que quand on excite le semi-conducteur, il y a éjection des électrons vers de la bande de valence vers la bande de conduction, ce qui nous laisse la charge de plus qui va jouer un rôle prépondérant, bien sûr, en photocatalyse. Il ne faut pas oublier aussi que l'électron, s'il ne trouve pas des accepteurs d'électrons, il va se recombiner pour revenir à l'électropositif et pour donner le TO2, et le TO2 devient inefficace. Et c'est ça le vrai problème qui se pose en ce moment en photocatalyse. Que faut-il faire pour éviter la recombinaison électron-positive? Là, on voit bien que le trou positif va réagir avec de l'eau pour donner le radical OH en plus un proton. Il va y avoir des oxydations. Le OH attaque le polluant. Le polluant il est dégradé. Pardon, excusez-moi. Et puis, on va avoir une réaction de réduction. L'oxygène dans la sauce. L'oxygène, il est impératif dans une réaction de photocatalyse. L'oxygène va réagir avec l'électron pour donner le O2 qui lui va capter un proton pour donner HO2 et puis les deux HO2 vont aussi donner ce qu'on appelle les radicaux hydroxyles et la réaction va continuer. Bon, en l'absence bien sûr d'accepteurs d'électrons, il va y avoir ce qu'on appelle la recombinaison des électrons trop positifs, c'est-à-dire l'importance majeure d'accepteurs d'électrons. Ça, c'est primordial. Bon, pour créer et séparer les électrons des trous, il faut une énergie. EG, c'est l'énergie de la bande. Gap plus delta G, plus delta E. Le delta E s'oppose à la force coulombienne qui dépend de 1 sur epsilon 0, mais aussi de 1 sur epsilon R. Epsilon R est la constante diélectrique du semi-conducteur, bien sûr. La distance entre l'électron et le trou dépend de la constante diélectrique. On constate pourquoi le TOD est plus réactif que les autres. Tout simplement parce qu'il a une constante
ça c'est le même, on l'a agrandi avec le même. Regardez un grain de TiO2 dans le cercle rouge, comment il se présente une fois il est agrandi pratiquement 5000 fois. Le problème aussi du semi-conducteur, s'ils sont mal agités, il y a des agrégats qui se forment, il y a des effets écrans ici qui se forment, et ça pose problème. C'est pour cette raison-là qu'il faut des conditions de travail répétées et reproductibles. Le TiO2 supporté en Alstom qui nous fournit bien sûr ce matériau, il l'a fixé sur du textile, sur de la fibre synthétique, sur de la cellulose. Et là aussi, il y a eu pas mal de travaux là-dessus. Là, ils ont utilisé le PC 500. Ben, si on part pratiquement vers les nanotubes aussi, de TiO2, ben, ils sont plus performants. Et ça coûte trop cher par rapport au TiO2 poudre. Ce qui veut dire que là, c'est pas tout le monde qui va se permettre de les acheter pour les études au laboratoire. Mais ça existe quand même, c'est des modèles, c'est des exemples que je donne qui existent sur le marché. Bon, nous savons tous qu'il y a un effet de pH dans les eaux. Dans le semi-conducteur, il a un comportement aussi dans différents pH. Quand il est en pH acide, pratiquement on peut observer deux formes. On peut observer soit la répulsion, parce que la forme prépondérante, c'est le TiOH2+, et la forme basique, c'est le TiO-. Si la matière, le composé ou le polluant qu'on veut casser, s'il est chargé positivement, il va y avoir une répulsion plus par plus, ça va se repousser, c'est normal, vous me dites. Et puis si le polluant il a une charge négative, il va y avoir une attraction. C'est-à-dire que généralement dans les colorants cationiques, les gens ont observé ce modèle. Ils disent effectivement qu'à pH acide, le colorant disparaît plus rapidement. Quand bien sûr le colorant est chargé moins. Et vice-versa. Mais avec des molécules organiques, on va le voir avec un exemple concret tout à l'heure, on a observé pourtant la molécule à pH basique qui a une forme anionique, elle continue à disparaître à pH acide. Dans les applications de la photocatalyse, le traitement de l'eau, là, j'ai défini aussi le mécanisme photocatalytique, c'est tout ce que j'ai fait. Ça, c'est connu, il y a des gens avant nous qui l'ont expliqué, qui l'ont développé. Maintenant, l'utilisation, c'est vrai, elle est large. Chaque laboratoire a traité des molécules spécifiques à son pays, spécifiques au développement de son pays, spécifiquement à l'économie, spécifiquement aux moyens du labo, etc. Et là, nous, on a utilisé la molécule modèle, c'est le 2,6-diméthylphénol. C'est une molécule qui est utilisée comme désinfectant, un antioxydant, vernis pour les... Et elle est utilisée comme vernis, elle est utilisée aussi pour les insecticides. On l'utilise beaucoup plus dans l'industrie du bois en ce moment. On voit bien, regardez sa forme anionique à pH 12, c'est en vert. À pH acide, elle est rouge. Il y a un déplacement de longueur d'onde, c'est évident. Elle présente pratiquement deux groupements méthyl des deux côtés. Elle est très soluble dans l'eau. Et c'est une molécule qu'on a développée au laboratoire avec ce dispositif d'irradiation qui est fabriqué bien sûr sur place, ici à Constantine, avec une lampe qui a une largeur de bande de 50 nanomètres. Bon, vous avez un cylindre, dedans un réacteur en Pyrex, on met dedans, avec un agitateur, on agite, on fait des prélèvements, on refroidit avec une enveloppe, la double enveloppe, pour maintenir la température constante, on injecte en HPLC. On filtre avec un papier 0,45 microns et on injecte en HPLC pour suivre l'étude cinétique et l'étude analytique. Bon, la concentration, avant toute chose, on ne peut pas utiliser des quantités faramineuses de TiO2. Avant toute chose, on doit chercher la concentration optimale de TiO2. C'est pour cette raison-là qu'on utilise différentes concentrations et dire pourquoi prendre 2 grammes par litre alors que 1 gramme par litre suffit. Et de là, une fois qu'on fixe la concentration de traitement du polluant, on continue avec cette concentration, ce qui nous fait 1 gramme de TiO2 et une réactivité maximale. Là, dans cette
largement suffisante pour dégrader le méthylphénol. Les cinétiques de disparition, comme vous le voyez, la du premier plan dans la cinétique, au temps initiaux de dégradation, la disparition elle est totale au bout de 8 heures. Au bout de 8 heures, on a cassé complètement la molécule. On a déterminé le temps de demi-vie qui est de 81 minutes. On a aussi déterminé la constante apparente qui est de 8,5 décimètre 3 et la vitesse qui est de 9,6 minutes moins 1. Bon, on a modélisé selon le logarithme 1 sur V0 égale 1 sur K plus 1 sur K, etc. Et on a déterminé la constante, à partir de la constante de vitesse, la constante d'absorption. On a déterminé la constante d'absorption qui est égale à 7246 minutes moins 1 du 2,6-diméthylphénol sur le TU2 Degussa P25. Le chromatogramme, comme vous le voyez, on a obtenu bien sûr 4 photoproduits. On a identifié 3. Le quatrième, on n'a pas pu l'identifier. Bien sûr, les conditions d'injection d'HPLC sont là. Le mélange de photoproduits a été détecté, bien sûr, avec un détecteur à paramètres diode dont on dispose de laboratoire. Le produit PA, il apparaît majoritairement à 290 nanomètres, ce qui confirme le maximum d'absorption de la diméthylhydroquinone. Le deuxième produit, bien sûr, c'est la 2,6-diméthylbenzoquinone. Je ne vais pas encore vous casser la tête avec ces études, ces défauts de produits. Quand on fait une étude analytique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas toujours évident de dire que les photoproduits qu'on a obtenus, tant mieux, ce n'est pas des produits toxiques. Bon, on peut arrêter là. Non, on continue. J'ai dit tout à l'heure que par moment, les photoproduits sont plus toxiques que le produit de départ. C'est pour cette raison-là qu'on continue notre dégradation et suivre l'évolution de ces photoproduits. On voit bien les photoproduits qui pratiquement atteignent un maximum et puis ils se dégradent à leur tour. Ils sont photodégradés à leur tour. Et il va y avoir une compétition de photoproduits au niveau, avec le substrat, au niveau de TiO2. Et c'est là où ça devient très complexe. Et c'est là où la cinétique envoie pratiquement une auto-inhibition au niveau de la surface de TiO2. C'est dû tout simplement à plusieurs photoproduits qui vont chercher des cycliques sur le TiO2 pour aller chercher l'oxydant, l'espèce oxydante, qui est le radical proche. Bon, on a vu aussi l'influence du substrat. Oui, quand on jette, quand on a un polluant de l'ordre de 10-3, comment ça va être sa cinétique disparition, et quand il est 10 fois plus concentré, comment ça va être sa disparition. Eh bien, il s'est avéré que c'est tout à fait normal, vous le dites, avec un nombre de photons constant, si on diminue la concentration, automatiquement la dégradation est plus rapide. Ce qu'on observe en courbe bleue. Bon, l'influence du pH, tout à l'heure, j'ai dit, quand le TiO2 a une charge 0.0 qui est égale à 6,6, et qu'avec les colorants, pratiquement, si on est pH acide, s'ils sont chargés négativement, ils vont disparaître plus rapidement. S'ils sont chargés négativement, sur le toucher, il va y avoir une lumière. Avec le 2,6-diméthylphénol, on a observé que quand même, quand on passe du pH 5,8 à pH 6, alors que la forme anionique absorbe à des grandes longueurs d'onde, on a observé bien sûr que la cinétique augmente de disparition. Tout simplement, cela est dû à OH-, la solution elle est chargée en OH-, qui va réagir avec le trou positif pour donner un radical OH-, qui va aussi réagir sur le polluant organique pour le dégrader. Les différents types de TiO2 qu'on a essayé sur ce modèle, on a essayé le P25, le Degussa, qui a une surface de 55. On a essayé aussi le Millennium, qui nous a été fourni par Alstom, qu'on remercie au passage. Et à chaque fois, quand on a besoin de produits, il a été toujours présent et on le remercie infiniment. Et grâce à lui, quelque part, on est en train de faire tourner la photocatalyse avec des nouveaux. Il y a maintenant un semi-conducteur en solution. On a reçu, ça fait pas longtemps. On a encore reçu ces nouveaux matériaux. Et là, on observe bien sûr sur les différents TiO2, on observe que le P500 et le Degussa P25, c'est les meilleurs pratiquement.
P500 et le P25, en ce moment, c'est plus utilisé en photocatalyse. Les mécanismes de réaction. Là, oui, comme la plupart ne sont pas des chimistes, je ne vois pas comment on peut aborder cette question-là. Bon, je peux vous dire tout simplement qu'un substrat récupère un radical OH à la surface de TiO2, il va se former un radical phénoxy intermédiaire qui, lui, va donner des photoproduits. Et le photoproduit à son tour va prendre un OH, il va former un radical et à son tour va se dégrader jusqu'à l'obtention du CO2 et de l'eau. Pareil là aussi, en conclusion, ce qu'on peut dire que la photocatalyse est un procédé d'oxydation efficace, l'élimination des polluants organiques, que la concentration optimale généralement dans les polluants organiques est de 1 par litre et que le dégustat P25 est plus réactif. Ça, c'est un exemple concret en solution aqueuse dans l'eau. Je vais vous donner tout de suite un exemple dans l'atmosphère, c'est-à-dire de l'air, l'épuration de l'air. On ne le fait pas, c'est pas nous. On ne sait pas le faire. Mais je l'ai pris c'est des résultats d'un laboratoire, un matériau qui a été conçu à base de ciment et qui a été utilisé comme mur dans des endroits où il y a beaucoup de circulation. Et vous allez voir, je vais être rapide parce que je ne maîtrise pas bien ce sujet, ce qu'on appelle les écrans acoustiques des polluants. C'est des dalles de béton qu'on met au bord de route, chargées de TiO2, c'est un exemple concret. Et que quand vous avez le trafic de circulation passe, vous avez l'acide nitrique qui va se dégrader, bien sûr il y a de l'oxygène, vous éliminez la plaque de béton avec le soleil, et là il y a une dégradation successive des polluants. Il y a d'autres, je vais vous citer à Hong Kong, ils ont fait des trottoirs dessus supportés de TiO2. Et l'épuration se fait automatiquement. En Belgique, une petite ruelle, il y a des exemples concrets, et le mètre carré revient à peu près, d'après mes connaissances, à 10 euros. 10 euros pour fabriquer pratiquement un mètre carré. Les matériaux utilisés, bien sûr, sont concernés pour l'instant, n'est pas l'eau en béton. C'est ce qu'on appelle deux manières d'intégrer le TiO2 dans le béton. Soit directement dans le ciment, on le met dans le ciment, du pourcentage en mélange, et puis on fait étaler la dalle de béton. Soit directement, c'est Eurovia qui le fait d'ailleurs, sur un support en béton, en bois, c'est-à-dire on fait un support, et puis on fait une petite couche mince dessus pour économiser, et on laisse juste la petite couche qui réagit avec l'atmosphère. Il existe deux formes de TiO2, ils ont utilisé un TiO2 réactif, c'est-à-dire un TiO2 cher, et un TiO2 moins cher, tout simplement. Et là, ils ont outil pratiquement le moins cher, il faut plus de temps pour dégrader les polluants, et le plus cher, c'est efficace et inutile. La diminution des teneurs en EX, elle a été observée. L'activité photocatalytique, elle débute à une énergie très faible. Et l'activité de la température intervient relativement dans ce mode de traitement. Ils ont observé que, par exemple, en hiver, ce n'est pas la même chose qu'en été. Je ne vais pas encore vous... les applications, là, et puis je vais finir. L'application de TiO2 comme des pollueurs, elle a été menée au Japon en 1996. C'est le premier pays à avoir traité la pollution atmosphérique, bien sûr, par des trottoirs, par du béton, supporté dessus le TiO2. Il y a aussi Hong Kong. Ils ont fait ce qu'on appelle des trottoirs pavés. C'est des pavés qui se vendent, ils les mettent. Et puis, il y a aussi à Anvers, en Belgique, la cheveux. Et puis, la porte des Lilas à Paris, tiens. La porte des Lilas à Paris, ils ont fait ce qu'on appelle un écran. Je vous remercie et puis encore une fois, soyez bienvenus et si vous avez des questions,